On essaye un petit peu, déjà on verra si techniquement ça fonctionne. Oui. Hein. Et on commence déjà par échanger un certain nombre de choses. Ça nous permettra déjà Oui. D'accord. de créer... Est-ce que la lumière te va bien? La lumière me va très bien, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis après on complétera en fonction de... Moi, une des questions, si tu veux, que je me pose par rapport... Ça tourne? Oh, d'accord. Une des questions que je me pose par rapport à tout ce que t'ai vu faire, et j'ai vu que tu avais fait jusqu'à maintenant, c'est l'aspect du mouvement. C'est-à-dire que tout ce que je vois de ce que tu fais, c'est quelque chose qui a un impact de mouvement, aussi bien sur le plan de la matière que du tracé. Et c'est né comment, si tu essayes de remonter au début. Le mouvement dans le dessin? Le mouvement dans le dessin, et en fait, ce mouvement qui t'a poussé à dessiner, et à dessiner de cette façon-là. Bien. Alors, l'amour du dessin m'est venu très tôt, je dessinais très tôt, très très tôt. Je me suis rendu compte que j'aimais dessiner lorsque mes parents m'avaient mis pour pour le temps des vacances chez des paysans, et ces paysans m'avaient mis avec un vieux monsieur qui gardait des vaches dans le Jura. Et j'avais apporté un bloc de dessin et des crayons. J'avais 13 ans à ce moment-là. Et j'allais dans l'étable pour dessiner les vaches, pour dessiner le chat, pour dessiner la maison. Et ça m'est venu comme ça, et je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et de 13 ans à 16 ans, j'ai continué à dessiner pour ensuite choisir de faire... comme mes études n'allaient pas trop bien, que j'étais un petit peu dissipé, etc. Il y a quelques matières qui me plaisaient, dont le dessin, bien sûr, m'en en faisait pas assez à l'école, de choisir une école d'art. Voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Et puis là, j'ai persévéré, j'ai continué. Voilà. C'est un peu comme ça. Et pourquoi les vaches plutôt que le les paysage? Les vaches, elles étaient là. Donc j'ai fait les vaches parce que j'aimais les vaches, j'aimais me presser contre elles, j'aimais les caresser. J'allais les chercher le matin, le soir. Je vivais au milieu des vaches, et puis sans électricité, sans eau dans cet endroit. Et je n'avais pas grand-chose à faire. Au-delà d'aller chercher les vaches le matin, de m'occuper de l'écurie, vider le bousin et tout ça, j'avais du temps pour moi. Et donc j'étais une sorte d'observateur. Je regardais la nature autour de moi, c'était magnifique, tout était brut de brut, il n'y avait pas de lumière, rien de ce qu'amène la ville, tu vois. J'étais loin de mes parents. Au début, quand on m'a laissé là, j'ai vu la carriole s'en aller avec le cheval, on était là, en haut d'une combe, et on avait traversé je ne sais combien de barrières que la personne a dû remettre à chaque fois qu'elle repartait, et puis moi j'étais là en me disant, qu'est-ce que je fous là? Et puis après, lorsque j'avais à dessiner, eh bien c'est devenu tout seul. J'ai trouvé du plaisir à dessiner, vraiment. À dessiner la combe, j'ai encore l'image. Je dois avoir l'image quelque part de la maison avec la balance, le puits à balancier qu'il y avait. C'était une chose merveilleuse. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 52. Donc, 7 ans après la guerre, quoi. 7 ans après la guerre. Mais j'ai encore de l'école, j'ai des dessins des animaux que je faisais quand on nous emmenait au jardin d'acclimatation. Là, il y avait des fennecs, des serpents et tout ça. Je dois encore avoir quelque part dans des cartons en bas dans ma cave ces premiers dessins. Et voilà. Donc j'ai commencé par faire du dessin de petits animaux, de paysages, de maisons. Je n'ai jamais fait mes parents, je n'ai jamais dessiné mes parents. Voilà. Et après, quand tu t'es inscrit dans une école d'art, tu étais rentré dans un cursus finalement assez traditionnel, je suppose, au point de vue de la formation. Oui. C'est-à-dire que pour rentrer dans cette école d'art, il y a une petite anecdote que j'ai déjà racontée à la télévision géorgienne, c'est que mon père voulait que je sois médecin. Or, je ne voulais pas être médecin. Je voulais, sans savoir bien quelle direction prendre, c'est-à-dire
comme métier d'art, je voulais rentrer et faire du dessin, beaucoup de dessin. Alors, il y avait un concours d'entrée à l'école des arts appliqués. J'ai falsifié la signature de mes parents pour présenter le dossier. Je me suis présenté, j'ai passé l'examen et j'ai été reçu. Donc, il fallait le dire à mes parents. Donc, je suis revenu à la maison pour dire à maman, voilà, j'ai passé cet examen. Elle me dit, comment on va le dire à ton père? J'ai dit, ben, je le dirai dès ce soir. Donc, à table, nous étions à table, j'ai dit à papa, je dois... il faut que je te dise quelque chose. Oui, je t'écoute. Et voilà, j'ai passé, je lui ai dit que j'avais falsifié leur signature, que j'ai passé un examen dans une école d'art et que j'étais reçu. Et que je rentrais en septembre. Il a repoussé son assiette, il a croisé les bras, il m'a dit, tu m'as fait ça. Et je sais que je lui ai fait de la peine ce jour-là. Parce que, je ne sais pas, bon, nous sommes dans la famille Mathieu Vernier, il y a beaucoup de médecins. Ses frères aussi, deux de ses frères étaient médecins. Mon cousin Ramaz est un grand oncologue, chirurgien. Et donc, c'était presque une lignée qui voulait que les Mathieu Variani soient médecins. Moi, je ne voulais pas. Donc, je pense qu'il en a été peiné, il est resté très longtemps peiné, et que après, quand j'ai commencé à... J'étais déjà directeur artistique lorsqu'il était encore vivant. Par contre, quand j'étais illustrateur, et que mes affiches ont commencé à se voir partout, il n'était plus là. Mais je me disais toujours, papa, d'où tu es, tu dois les voir. J'imagine. Oui. Mais finalement, ce que tu parles de les médecins, je sais pas, pour moi, ça a beaucoup de rapport avec le corps. Oui. Or, j'ai l'impression que dans ce que tu fais, le corps est fondamental. Oui. Doublement. Ben oui, parce que je ne me suis plus intéressé après aux natures mortes, disons. J'ai fait des fleurs, oui, ici et là. Mais je me suis intéressé au corps. Pourquoi? Parce que j'ai découvert le mime avec les enfants du paradis. Et j'étais dans un cinéma au studio Le Courbe avec une amie. Et j'étais tellement frappé. Et j'avais vu les enfants du paradis quand j'étais tout petit. Je devais avoir 5 ans, c'était à la fin de la guerre, 6 ans. Au cinéma magique, convention. Mais je me rappelle très vaguement. Mais je me souviens surtout d'une scène avec Arletty, à la fin, quand elle se fait arrêter par Paul Francoeur, le policier qui l'interroge. J'avais une vision de ça. Mais quand je suis allé au cinéma, là, j'ai vu des personnages, tous les personnages m'ont fasciné, et surtout Baptiste, évidemment, Baptiste, dans cette expression qu'il avait, ça c'était de la pantomime, c'était pas du mime. La différence entre le mime et la pantomime, c'est que la pantomime est beaucoup plus illustrative, beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'éléments. C'est narratif Le mime, en plus. voilà, c'est narratif, alors que le mime, lui, est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus abstrait. Et en découvrant les enfants du paradis, j'étais tellement frappé, je parlais tout seul. J'avais le dos décollé du siège, et j'étais là devant, et je suivais tout physiquement. Et je parlais tout seul. Et ma voisine, que je courtisais, qui était une jeune géorgienne, qui me dit, Gatchondi, tais-toi. Et je dis, moi, j'étais tellement emballé par la chose que jusqu'au bout, quand même 2 heures, j'étais fasciné. Sorti de là, évidemment, le mime a pris une dimension incroyable. Il y avait des spectacles de Marceau que je suis allé voir répétitivement, jusqu'au jour où, en 63, je travaillais chez Philips à ce moment-là, et j'apprends. Et évidemment, j'ai découvert Félix Leclerc et ses chansons merveilleuses et tout ça. Et jusqu'au jour où, un jour, oui, le photographe de la maison, Michel Aubert, me dit tiens, toi qui aimes Félix Leclerc, je vais le photographier, il est aux Trois Baudets. Félix Leclerc est à Paris. Il me dit oui, ben, je vais avec toi. Alors je suis allé. Félix, dès que je l'ai vu, on est devenus amis. Mais tu peux pas savoir, il y a eu chut. J'ai su après que je correspondais, j'étais tout à fait le personnage dans mes... en 3, j'avais 24 ans. J'étais tout à fait le personnage d'une pièce qu'il avait faite et qui s'appelait Les Temples.
Donc on a été tout de suite amis, familiers, on se voyait tous les jours pratiquement. Et à ce moment-là, j'avais du temps. Donc quand j'étais libre, j'allais me balader avec lui, j'allais le prendre à l'hôtel, ou j'allais le soir au spectacle. Mais dans son spectacle qui s'appelait Le Petit Bonheur, il y avait un mime qui s'appelait Claude Saint-Denis, qui était un mime québécois, et qui mimait sur la, oui, un peu à droite de Félix était au centre, il y avait le projecteur sur lui, et un projecteur sur le mime, et il chantait en muet, le mot amour se dit en faisant un chœur, etc. Et lui, devant le public, mimait tous les gestes, en dessinant un chœur, etc. Et après le spectacle, nous allions au café à côté, au Chat Noir. Et je parle avec Claude Saint-Denis et je lui dis tout mon amour que j'ai pour le mime. Je lui dis, mais où as-tu appris le mime? Il me dit, j'ai appris le mime avec Étienne Decroux. C'est-à-dire comme tout le Je monde. dis, Étienne Decroux, mais attends, il est mort, Étienne Decroux. Il me dit, non, il n'est pas mort, j'ai appris chez lui. Je dis, où est-ce qu'il enseigne? À Boulogne. Où? Alors il me dit, où? J'ai commencé à trembler, et dès le lendemain, je courais à Boulogne pour rencontrer Decroux, qui était le père de Baptiste dans Les Enfants du Paradis. Tout tremblant, je me présente à lui et je lui dis tout l'amour que j'avais pour le mime. C'était en 63, ça. Tout l'amour que j'avais pour le mime. Et ça devait être en 64, puisque le temps avait passé avant que je ne rencontre Félix Leclerc. Et ça. Donc là, les dates se superposent un petit peu. J'ai pas tout à fait la précision des dates, mais c'est à peu près à ce moment-là. Donc il m'écoute. Je vois ce monsieur avec des grands cheveux blancs ou gris qui lui tombent sur les épaules. Il était dans une tenue de travail, mais avec un peignoir par-dessus, en chaussons. Et je lui dis donc tout l'amour que j'avais pour lui. Et il me dit, très bien. Les cours commencent, sont de telle date à telle date. Très bien. Enfin, de telle date, tel jour, de telle heure à telle heure. Et j'y allais, et j'ai commencé à y aller 4 fois par semaine. Le lundi, je courais de mon travail pour aller à son cours, où j'arrivais toujours en retard, c'était normal. Il enseignait à Boulogne. Le lundi, le mercredi, le vendredi, et le samedi matin, fin de matinée, qui était le cours de technique, comment dire, de théorie et surtout d'improvisation. Et là, évidemment, le corps a pris de l'importance. Le seul corps a pris de l'importance. C'était le seul corps qui prenait de l'importance. Il n'était plus question de paysage pour moi. Mes paysages devenaient les corps. Et j'ai appris, si tu veux, comment mouvoir son corps, respirer, sentir mon corps, le poids de mon corps sur le sol, comment amplifier un geste, comment dans la synthèse, on pouvait, dans une synthèse de mouvement, on pouvait, comment dire, décrire une situation. Et c'était absolument magnifique. Moi, j'ai vu, moi-même, je me suis vu changer. Je sentais que je marchais autrement, je sentais que même lorsque je prenais la barre dans le métro, je la prenais autrement. C'était pas théâtral, mais c'était une autre façon d'appréhender les choses et mon corps. Et je me rappelle aussi d'un japonais qui était une barrique, avec des cuisses énormes et qui se terminait sur des tout petits pieds. En quelques mois, il était devenu une plume, grâce au mime. Et c'est ça qui est formidable. Alors, le samedi, dans ses descriptions théoriques, il disait, voilà, je vais vous apprendre le principe du mime, c'est que tu es le public, je suis l'acteur, je suis sur la scène. Il y a un verre avec du liquide dedans. Je dois mettre ce verre ici. Je prends donc le verre et je le mets là. Toi, spectateur, tu as vu le verre que je déplaçais. Et s'il n'y a pas de verre, s'il n'y a rien, et que tu dois voir la même scène, je prends le verre, je le soulève, je montre qu'il y a un liquide et je le déplace. Tout ceci, c'est-à-dire, il y a une prégnance, je prends un volume,
je le soulève, je montre qu'il y a un liquide. Et le fait que précautionneusement je le porte sur la droite et le pose, c'est fragile, un verre liquide. Donc c'est le spectateur qui recrée ça. Moi je lui donne des éléments, mais c'est le spectateur qui le recrée. Et qui donc suit mon histoire à partir de tas de choses comme ça. Donc à partir de cette amplification, moi ces amplifications, je les ai mis dans mes dessins. J'ai accentué une épaule, j'ai accentué un dos, j'ai accentué une position, je déformais. Je déformais, et je cherchais dans les déformations des choses qui ne soient pas difficiles à voir. Il fallait que la déformation soit harmonieuse pour avoir davantage, si tu veux, l'expression que je voulais donner. Donc le mime est entré dans mes dessins. Et je peux dire même que dessiner devenait une prolongation du mime. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas dessiner sans mon souffle, sans mon corps. Je sentais véritablement que tout mon corps participait au dessin. Et que dans le dessin, je mettais tout ce que j'avais appris là, pendant 3 ans et demi. Il y a deux choses que j'entends dans ce que tu dis. C'est d'une part ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, le mime, à travers la prise de conscience du corps, du contrôle, du mouvement que ça fait, et le dessin est aussi un geste du corps. Tu investi dans le dessin le mouvement de ton corps et le contrôle de ton corps. Et puis l'autre chose, c'est ce que tu dis sur... finalement, le mime, c'est essayer de mettre en évidence des détails significatifs pour que le spectateur puisse reconstruire une réalité à partir de ça. Oui. Mais mettre en évidence ces détails significatifs, c'est presque la définition de la caricature dans le dessin. Et oui. Pourtant, ce que tu fais, c'est pas de la caricature. Non. Non, c'est pas de la caricature, mais c'est une... on peut dire simplement le mot interprétation. C'est une interprétation. Une interprétation d'un mouvement, deux mouvements, qui, de par j'exaspère quelquefois même les positions. Pourquoi ? Pour donner davantage de poids. Dans le dessin qui est là, sur mon mur, et qui est l'Icare, regarde, les pieds sont désespérément petits, les bras sont très très grands, la tête est très petite, et les ailes sont gigantesques. Pourquoi ? Parce que j'ai donné de l'importance à la signification de ce qu'est Icare. Voilà. Et pour moi, que je fasse un corps, je me suis intéressé qu'au corps après. Je ne faisais que des corps. Et oui, c'est le sentiment que j'ai. Et pourtant, dans ce que tu dis sur cette exagération, cette amplification, ça aussi par rapport au style, on peut penser au maniérisme. Or, je te mets pas du tout dans une case maniériste. Non, au contraire. C'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, puisque là, j'étais dans l'abstraction. Il me fallait retirer des traits. Justement, trop raconter, pour moi, n'était pas bien. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ne comprenaient pas. Quand je disais simplement, moi j'en fais, mieux c'est. En parlant des traits. Pourquoi ? Parce que je donnais de l'importance au vide. Tout ressenti, tout senti, que j'ai retrouvé après dans le livre de François Cheng, qui est Vide et plein. Et je me suis intéressé au dessin chinois et japonais parce que il me parlait des espaces. Vraiment, chez eux, l'espace comptait énormément. Et le personnage dans l'espace aussi, avec ses déformations. Lorsqu'on voit, par exemple, des samouraïs brandissant leur sabre, ils sont dans une grande déformation. Il n'y a rien de naturel. Donc, quand tu dis maniériste, non, j'étais le contraire du maniériste. Le contraire. Et c'est vrai que moins j'en faisais, plus ça avait de force. Aller à l'essentiel. J'allais à l'essentiel. Arriver à extraire l'essentiel, à abstraire l'essentiel. C'est ça. C'est ça. Donner à voir ce qui n'est pas. Ça, c'est une chose que j'ai écrit quelque part. Et je pense que c'est juste. Je donne à voir ce qui n'est pas. Et ça, c'est le mime aussi. Le vers dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est ça. Je donne à voir ce qui n'est pas. Mais qui pourtant existe. Pardon ? Mais qui pourtant existe. Existe par disons, l'interprétation que j'en fais, que j'en donne. Le complément nécessaire, c'est toi. Moi, je le fais, mais toi, tu le vois. C'est toi qui le matérialise dans ta tête. Tu le vois.
Et c'est là où ça fonctionne. C'est là où ça fonctionne. C'est là le grand art du mime. C'est de ne pas être une caricature, de ne pas être un clown. Hein, qui exagère tous ses mouvements quand il tombe, etc. Tandis que là, c'est absolument... c'est de l'extrait. Ah oui, C'est de l'extrait. Pour moi, quand je fais des corps, c'est un extrait de corps. Et ensuite, dans ton histoire, dans ta dynamique, après toute cette force que tu as puisée dans le mime, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu as vécu, qui t'a orienté, qui t'a poussé dans d'autres directions, pas forcément en t'éloignant du mime, mais en ajoutant des choses. Le japonisme, évidemment. Le japonisme, la grande rétrospective Okuzai qu'il y avait au musée du Marais, m'a fait un effet terrible, incroyable. Quand je dis terrible, c'est que ça m'a bouleversé du haut en bas, quoi. Il y avait une profusion là, de travaux, aussi bien des travaux gravés que des peintures ou dessins même. Parce que pour les Japonais, le calligraphe est aussi un peintre. Donc il y avait des travaux qui m'ont complètement bouleversé, et je dois même dire que j'ai eu des grandes émotions. Ça, c'était à quelle époque à peu près? Ça, c'était dans les années, je pense, ça devait être, je sais pas, 60 à peu près, je pense. Ça a suivi tout ça, tout le japonisme, le mime, tout ça était en même temps. Et aussi, avec tout cela, aussi la découverte de l'art lyrique, c'est-à-dire dans les opéras de Mozart principalement. Et ça a suivi par la suite, dans les années 70. J'ai acheté toutes les versions possibles de tous les opéras de Mozart. Je voulais les différentes interprétations, je voulais le sentir, comment tel et tel interprète ou tel et tel chef d'orchestre conduisait l'œuvre. Et vers quoi il y en a qui étaient plus dramatiques, d'autres qui étaient plus légers, Enfin, il y avait ici et là, avec pour moi le sommet dans les opéras qui était Idoménée. Et à propos d'Idoménée aussi, les opéras me donnaient tout un côté fantasmagorique comme ça, d'exaspération aussi des situations. Parce que il y a des livrets qui étaient complètement débiles, quelquefois, un peu légers. Souvent. Mais c'était chanté d'une façon telle que parfois les larmes me venaient. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que tu ressentais un peu le même mouvement, si tu veux, dans l'interprétation de